On va passer au deuxième intervenant, qui est Philippe Martin. Philippe, il est ingénieur-chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au CEA, tout d'abord au centre de Cadarache jusqu'en 2015, et depuis 2015, il est la même dénomination à Marcoule. Philippe est docteur en chimie analytique de l'université Claude Bernard à Lyon, qu'il a réalisé à l'Institut de physique nucléaire, donc déjà dans le nucléaire. Et il a contribué à la rédaction de programmes expérimentaux de Work Package, dont 6 projets européens acceptés. Il est membre du groupe d'experts internationaux NEA-OCDE, Group on Innovative Fuels, depuis 2019. Il est expert senior CEA sur les thématiques physico-chimiques des combustibles nucléaires et caractérisation par rayonnement synchrotron depuis 2014. Et accessoirement, il est membre du comité de sélection d'expérience du synchrotron CRF en 2013-2016 et récemment en 2022, 2024. Philippe, je te laisse prendre la parole et à tout à l'heure pour les questions. Merci Jean-Paul. Bonjour à tous. Donc, comme le vient de dire Jean-Paul, je travaille au centre de Marcoule, donc qui est à 40 km au nord d'Avignon. Voilà, donc j'ai commencé par un contexte dont Jean vous a très bien détaillé tout ce qui était le comportement du combustible en réacteur. Alors moi, je travaille à Marcoule et du coup, j'ai plutôt me focaliser sur tous les combustibles oxyde mixte, donc les uranium-plutonium. Donc, vous voyez ici, donc ce type de combustible est utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée. Voilà, donc les centrales actuelles d'EDF. Donc, je rappelle juste le gradient thermique entre la périphérie et le centre de dans ce type de combustible, c'est entre 400 degrés et environ 1000 degrés au centre. Et je m'intéresse aussi beaucoup aux futurs combustibles pour réacteurs à neutrons rapides, typiquement donc dans le cadre de génération 4. Et dans le cadre de la France, c'est des réacteurs à neutrons rapides qu'à portée sodium. Donc là aussi, c'est des oxydes mixtes avec des teneurs en plutonium beaucoup plus élevés. Par contre, les conditions d'irradiation sont assez différentes parce qu'on a un gradient thermique qui est beaucoup plus important. Donc environ 500 degrés au niveau de la gaine et environ 2000 degrés au centre du combustible. Et par exemple, vous voyez, quand on y reste de cet énorme gradient thermique, c'est la formation de ce trou au milieu qui n'existait pas avant l'irradiation. Donc voilà, toutes ces évolutions microstructurales pour les deux types de combustibles sont liées à la fission, évidemment, et à ces gradients thermiques, et donc à la présence de tous ces produits de fission. Donc on a une modification complète de la microstructure et aussi de la composition du haut dopage et à la fission. Et donc, évidemment, toutes ces transformations vont avoir un impact direct sur les propriétés thermiques, thermodynamiques et mécaniques du combustible, comme l'a dit Jean. Évidemment, et la première étape, avant d'essayer de comprendre comment ça se passe en réacteur, il faut évidemment très bien comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fabrique ce type de combustible, et notamment une connaissance parfaite des diagrammes de phase, la connaissance de leur stoichiométrie en oxygène, je vous détaillerai plus tard, et évidemment toute leur microstructure. Alors, juste pour rappeler que donc le centre de Marcoule s'est centré sur le cycle du combustible, donc depuis l'extraction pour obtenir l'UO2, donc tout ce qui est ensuite, on travaille sur tout le retraitement, c'est-à-dire après passage en réacteur de l'UO2, donc qui est retraité à l'usine de La Haye, où l'uranium et le plutonium sont recyclés et le plutonium est réinjecté pour la fabrication des combustibles mixtes MOX, du PiO2, ils sont fabriqués à Melox, qui est aussi à Marcoule, et qui sont eux aussi irradiés en réacteur, mais qui ne sont pas actuellement, qui ne sont pas retraités, qui sont uniquement stockés en piscine. Et donc, évidemment, c'est pour ça que je me concentre plutôt sur l'étude des combustibles mixtes, uranium-plutonium. Donc, évidemment, ce sont quand même ça, ils ont du plutonium, donc c'est des choses très toxiques. Donc, il faut des installations dédiées. Donc, vous voyez, en haut à gauche, vous voyez le centre de Marcoule, donc sur le bord du Rhône, qui est ici. Et donc, il y a l'installation Atalante, qui est l'installation nucléaire de base, donc, avec ces 5 bâtiments que vous voyez en bas à gauche, là. Donc, c'est la plus grosse INB de recherche d'Europe. Donc, il possède, en son sein, il y a une dizaine de chaînes blindées et entre 30 et 40 laboratoires en boîte à gants. Et voilà, donc voilà à quoi ressemble un laboratoire en boîte à gants. Donc, vous voyez des boîtes à gants, évidemment, parce qu'il faut se prémunir du moindre risque de contamination dû au plutonium et au laméricium qui peut être présent aussi dans ce type de matériaux. Donc voilà, là, ce laboratoire, c'est dans ce laboratoire que je travaille. Donc il est à Talent, il est tout neuf, il est en actif depuis fin 2018, et c'est pour ça que j'ai migré.
j'ai muté de Cadarache à Marcoule pour participer à la construction de ce laboratoire qui est équipé de 9 boîtes à gants. Donc il est dédié à la caractérisation des n'importe quel, échantillon solide contenant de l'uranium, du plutonium, et de l'américium ou du neptunium. Voilà, donc évidemment, il est centré plutôt sur les combustibles oxydes mixtes. Donc il a été bâti sur une, logique multi-échelle, donc à l'échelle de la pastille avec la diffraction, tout ce qui est analyse céramographique, donc découpe, polissage, qui permet d'obtenir des informations de microstructure, typiquement la porosité, les fissures et la présence des phases. Ensuite, on est équipé de microsondes, de Raman, de microscopie et aussi d'indentation. Ça, c'est à l'échelle du grain. Donc, typiquement, ouais, les zones sondées sont sur l'ordre du micron. Donc, ce qui permet, grâce à la microsonde que vous voyez ici, qui est nucléarisée, donc c'est son sas d'introduction qui est nucléarisé, qu'on connecte à la boîte à gants, et ensuite on transfère l'échantillon dans la microsonde. Voilà, et qui permet d'obtenir l'homogénéité cationique, cationique à l'ordre du micron. On a aussi un MEB, que vous voyez ici, donc qui est nucléarisé aussi, donc avec toute l'électronique est sortie, et donc juste la chambre d'introduction des échantillons est connectée à une boîte à gants. Voilà, il est équipé d'EDS et de BSD, comme la même technique qu'a montré Jean. Et ensuite, il y a aussi un micro-Raman qu'on a développé ici. Donc, vous voyez, ce qu'il y a dans la boîte à gants, c'est uniquement le microscope. Tout le reste est connecté, donc ça passe par les fibres optiques, et tout le reste est externe de la boîte à gants, ce qui est fondamental pour tout ce qui est étape de maintenance, etc. Parce que tout ce qui rentre dans une boîte à gants devient un déchet. Il ne peut pas être décontaminé. Donc voilà, une chose importante à dire, c'est que vu qu'on va travailler beaucoup sur des échantillons qui sont sous-stoichiométriques en oxygène, donc qui sont très sensibles à l'air, grosso modo, et donc du coup, toutes nos boîtes à gants sont inertées sous azote, pour éviter tout risque de réoxydation des combustibles. Donc dans mon titre, je vous parle du synchrotron, et en plus particulièrement la spectroscopie d'absorption X. Alors juste quelques mots sur cette technique. Donc c'est la mesure de la section efficace d'absorption autour d'un seuil d'absorption d'un élément. Vous avez un exemple ici, vous avez en fonction, la fonction de l'énergie des rayons X, les 3 seuils L1, L3, L2 et L1 du plomb. Vous voyez tout de suite qu'ils sont à des énergies discrètes, ce qui veut dire qu'on est sélectif chimiquement. On choisit une énergie et on n'étudie qu'un seul élément, quel que soit son milieu autour, qui peut être solide, liquide, gazeux. Donc, ça peut être mesuré aussi bien en transmission, donc on mesure le flux de rayons X après l'échantillon, ou par émission, en recueillant le signal de fluorescence à 45 degrés de l'échantillon, car la fluorescence est proportionnelle à la section efficace d'absorption. Donc, il faut une source de rayons X à énergie variable. Donc, c'est pour ça que généralement, on va sur un synchrotron. Un synchrotron, c'est ces grosses machines, c'est des accélérateurs, des sources d'électrons. On augmente l'énergie dans cette partie booster jusqu'à quelques GeV, et ensuite on fait tourner. C'est une succession de sections droites, et à la fin de chaque section droite, on force le faisceau d'électrons à se dévier, ce qui va conduire à la production d'un faisceau de rayons X très intense. Voilà, et ensuite ce faisceau de rayons X arrive dans des lignes de lumière, avec des cabanes optiques, et ensuite l'expérience. Voilà, on a de la chance en France qu'on en possède 2 sur le territoire. Soleil, qui est à côté de Saclay, à Gif-sur-Yvette, qui est l'instrument national, et le SRF, qui est à Grenoble, qui est l'instrument européen. Donc, chacun de ces deux machines possède plusieurs dizaines de lignes, et chacune est spécialisée dans différentes techniques. Et donc, pas mal de ces lignes permettent de faire de la spectroscopie d'absorption X. Alors, juste en détail, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais me focaliser dans l'exposé uniquement sur la partie Xanes, c'est la partie seuil que vous voyez ici. Voilà, qui correspond à la gestion d'un photoélectron dans le premier niveau de balance, qui permet d'avoir des degrés d'oxydation en fonction de la position et de la forme du seuil et la symétrie locale. Vous avez une illustration ici avec le seuil L3 de l'uranium, donc à 17 keV, sur différents oxydes d'uranium, de l'UE2 jusqu'à U3O8. La particularité, c'est que la durée d'oxydation de l'uranium augmente en fonction de UO2 à U4O9 et ensuite U3O8, qu'on voit ici dans la légende. Et vous voyez donc un décalage et une déformation du Xanes qui permet d'en extraire le degré d'oxydation formel dans un échantillon inconnu. Ce qui est très important, c'est que depuis une douzaine d'années, une nouvelle technique basée sur le Xanes aussi, mais qui s'appelle ERFT, donc c'est barbare, ça veut dire High Energy Resolved Fluorescence Detected, et ce qui se résume, c'est un petit peu compliqué, mais si on se résume à mettre des cristaux analyseurs entre l'échantillon et le détecteur de fluorescence.
Donc, c'est comme un monochromateur arrière, ce qui permet d'avoir une résolution assez phénoménale sur le spectre de fluorescence émis et de sélectionner une seule bande. Vous voyez, par exemple, on a un gain en résolution sur la fluorescence X d'environ un facteur 200 et on obtient une résolution d'environ 1 eV, ce qui permet de choisir une seule raie de fluorescence, plutôt de convoluer avec les détecteurs classiques où on est plutôt de l'ordre de 200 eV. Voilà, ce type d'instrument existe sur les 3 lignes actives qui accèdent aux échantillons très radioactifs, la ligne Rebel à l'ECRF, la ligne Mars à Soleil et la ligne INE à Karlsruhe, en Allemagne. Et voilà, ce qui est très utilisé actuellement, c'est le Hertz XAINS au seuil M des actinides. Et vous voyez le gain en résolution. Donc, c'est les mêmes échantillons, UO2, U4, U3, U8. Et là, dans le cas de quand on travaille au seuil M4 de l'uranium en mode Hertz, vous voyez très bien que l'uranium 4 correspond à cette bande, à ce pic, U5 à ce pic, et ensuite U6 à ce pic. Donc, on a un gain en sensibilité sur le degré d'oxydation qui est assez phénoménal par rapport aux XANES classiques. C'est pour ça que ça se généralise vraiment sur tous les actinides. Donc, une première illustration de cette démarche, c'est les combustibles pour réacteurs à neutrons rapides, donc, qui n'existent plus en France, comme l'a dit Jean, mais qui ont existé, voilà, qui ont fonctionné, notamment le réacteur Phoenix, qui est à Marcoule, qui est ici, voilà, qui est en cours de démantèlement. Donc, c'est un réacteur à neutrons rapides caloporté sodium. Donc, dans ce type de réacteur, il faut une teneur en plutonium comprise entre 20 et 35% pour avoir un rendement suffisant de fission. Et le combustible doit être forcément sous-stoichiométrique pour des raisons de sûreté vis-à-vis de la gaine et des propriétés thermiques. Donc, strictement, on appelle ça le rapport O sur M, qui est la somme le nombre d'atomes d'oxygène rapporté sur la somme des cations métalliques. Donc, il doit être strictement inférieur à 2 pour l'IRN. Avant de rentrer dans les détails, juste quelques mots sur les diagrammes binaires UO, PIO et AMO. Donc, pour ces 3 composés, le composé le plus stable, c'est les dioxydes, donc IO2, PiO2 et AMO2. Mais par contre, leur stabilité est complètement différente. En effet, dans le cas de l'IO2, on l'oxyde très facilement. Voilà, donc cette grande zone qui est illustrée par cette grande zone-là. On forme facilement de l'U4,9 ou à haute température une structure IO2 plus X. Tandis que dans le cas du plutonium et de l'américium, ils ne peuvent pas s'oxyder, ils ne peuvent être que réduits, ils sont même réduits assez facilement dans le cas de l'américium. Au-delà de 1000 degrés, par exemple, la MO2 n'est plus stable, il forme automatiquement la MO2-X. Et ces phases sont très stables à haute température. Donc évidemment, quand on mélange ces éléments dans un combustible, on obtient un diagramme de phase un peu plus compliqué assez compliqué, avec des phases en surstoichiométrie. Alors, important de noter, c'est que pour des dioxydes, des mélanges d'oxydes stoichiométriques, il y a une solubilité totale de l'américium et du plutonium dans l'IO2 et voilà, c'est cette ligne-là. Et ils sont monophasiques. Par contre, dès qu'ils sont sous-stoichiométriques inférieurs à 98, on obtient différentes zones avec différentes phases. Et pareil, en surstoichiométrie. Et là, par contre, tous ces diagrammes de phase sont basés sur un postulat, c'est que lorsqu'on est stoichiométrique, tous les cations sont tétravalents. Comment on mesure le stoichiométrie oxygène de ce type de matériau? Alors, généralement, on fait de la thermobalance, qui se résume à mettre. C'est une balance dans un four, et on suit la variation de masse en fonction du traitement thermique. Donc, on mesure une différence de masse dans un traitement thermique, ce qui est très bien, mais qui a un petit biais, c'est qu'il faut connaître obligatoirement ou l'état initial ou l'état final pour obtenir le O sur M initial du matériau. Sinon, on a juste une différence de masse. Ensuite, il existe des lois empiriques qui permettent de relier le paramètre de maille à la teneur PU et le facteur O sur M. Voilà, mais c'est purement empirique. Et par exemple, aucune de ces 2 techniques ne prennent en compte la présence de l'américium 241 dans ce type de combustible, qui est toujours présent, tout simplement parce qu'il y a du plutonium 241 dans le plutonium qu'on utilise pour fabriquer ce type de combustible, et qui a une période de 13 ans et qui décroît sur l'américium 241. À quoi ça ressemble un combustible à neutrons rapides? Par exemple, donc typiquement des combustibles historiques qui avaient été fabriqués pour être irradiés en Phoenix, donc à 24 et à 29%, on les appelle Phoenix 24-29, ou d'autres combustibles qui ont été irradiés dans d'autres réacteurs européens pour des essais, des irradiations expérimentales, donc à 30% et jusqu'à 40%. Voilà, ça c'est dans le cadre de projets européens, voilà, que je liste ici. Donc ce type de combustible est fabriqué par métallurgie des poudres, comme dans le cas de l'IO2.
Et donc, lorsqu'on fait une microsonde électronique, on obtient des cartographies quantitatives de la teneur en plutonium. Donc, on obtient ces images-là, avec le code du couleur correspond à la teneur en plutonium. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les conditions de fabrication utilisées, on obtient des combustibles assez plutôt très hétérogènes, car en effet, ils sont quasiment tous verts, qui correspond à dans le cas, c'était 29%, là de 40%, d'où la nuance de vert. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a quelques points bleus qui correspondent à des amas UO2, parce qu'il n'y a pas de teneur, pas de plutonium dedans, et des petits points rouges qu'on voit surtout dans celui-là, qui sont des amas très riches en plutonium, mais qui sont de l'ordre du micron. Alors c'est impressionnant parce qu'une microsonde, on se focalise toujours sur les défauts et pas sur la matrice. Mais on trace la distribution en plutonium à partir de ces images, on obtient une gaussienne avec quasiment que la matrice. C'est la bonne nouvelle. Et évidemment, on fait la diffraction pour vérifier que c'est monophasique. Alors ça l'est, mais comme là, je vous montre le Phénix 29, où on a donc de l'analyse des microsondes, on obtient des fractions surfaciques d'amas riches en uranium ou en plutonium. On voit qu'il y a quand même 8% d'amas riches en uranium. C'est ces petits épaulements qu'on voit ici, par exemple. Voilà, vu que la limite de la diffraction, c'est de l'ordre de 5%, de la diffraction de laboratoire. Et voilà, avec toutes ces caractérisations, donc on a pu déterminer le O sur M avec les lois empiriques et la teneur de la matrice. La question alors, et du coup, la question initiale, c'était quel est le lien entre la valence des cations et cette stoichiométrie en oxygène. C'est pour ça qu'on a mis ces échantillons sur la ligne Mars-Soleil. On a fait du Hertz au seuil M5 de l'uranium, M4 de l'uranium, M4 du plutonium et M5 de l'américium. Et donc, ce qu'on voit ici, je résume très rapidement le résultat, c'est qu'on n'a jamais l'uranium n'est jamais purement tétravalent. Il y a toujours un signal correspondant à l'uranium 5, que ce soit des échantillons stoichiométriques ou sous-stoichiométriques, donc ce qui était encore plus étonnant. Le plutonium, il y a toujours un signal plutonium 3, ce qui était attendu dans le cas des sous-stoichiométriques, mais qui est aussi présent dans le cas des stoichiométriques, et que l'américium est strictement toujours purement tétravalent. Donc, on a un système qui est beaucoup plus compliqué que prévu, donc avec systématiquement du l'uranium 4, du l'uranium 5, plutonium 3, plutonium 4 et l'américium 3. Donc, on est assez loin du postulat de base et des armes de phase, montrant que tout doit être tétravalent lorsqu'on est stoichiométrique en oxygène, ce qui est dans le cas, par exemple, du Capra4 que vous voyez ici, avec les rapports O sur U et O sur PU, donc qui sont 2,05 à 93 pour un O sur M de 2. Voilà, tous ces détails, donc c'est grave, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a même du l'uranium pentavalent lorsqu'on est sous stoichiométrique. Donc ça, c'est le résultat récent, puis dans le cas de la thèse de Pauline Fouquier-Métivier qui a soutenu il y a 1 an. Voilà, donc il y a un mécanisme, clairement, dans cette tuyau intérieur, il y a un mécanisme de compensation de charge. Donc, ce qui est important de dire, et alors, ce qui est très important, c'est que finalement, ces différences de valence entraînent évidemment la présence de défauts structuraux. Et donc, ce qui est avoir une conséquence directe sur les mécanismes de frittage et de mobilité des défauts sous irradiation. Je vais parler maintenant de micro-ramants. Donc, c'est une technique qui est assez récente sur l'analyse des combustibles. Donc, brièvement, c'est basé sur l'interaction lumière monochromatique matière. On fait vibrer des liaisons. Dans le cas d'un solide, on obtient des modes actifs en ramant. C'est régi par la théorie des groupes. Et dans la structure cubique face centrée, qui est celle de l'UO2, du PO2 et du MOX, on obtient ce type de spectroramant avec 2 bandes autorisées, la bande T2G, qui est localisée ici, et la bande 2LO, qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'UO2, si on compare UO2 et PO2, on voit très bien que la T2G est complètement shiftée, ce qui est cohérent au fait que les paramètres de maille sont assez différents entre les deux. Dans l'un, on a 5,47 pour l'UO2 et 5,39 pour le PO2. Et ce qui est encore plus intéressant quand on utilise un laser vert, c'est que la bande 2LO est très, très, très intense dans le cadre du UO2, lié à un phénomène de résonance. Après, il y a des bandes de défaut qui sont liées tout simplement parce que lorsqu'on dope l'UO2 avec n'importe quelle impureté, que ce soit du plutonium, même si soit en faible ou en forte quantité, ou n'importe quelle lantanite, par exemple, on a une rupture de symétrie parce que les liaisons oxygène-cation ne sont plus toutes strictement équivalentes dans tout le matériau et on obtient des bandes de défaut ici. Je ne serai pas plus dans le détail sur ce point-là. Donc, par contre, en se basant, donc, vous voyez la différence entre U2 et PO2, on a exploité ce chiffre de cette bande
sur tout le gamme de teneur en plutonium, on a pu démontrer qu'elle était directement reliée à l'invasion de teneur en plutonium, ce qui veut dire que pour des échantillons stoichiométriques et frais, c'est-à-dire non irradiés, mais non plus non stockés pendant des dizaines d'années, parce qu'on a quand même beaucoup de plutonium, il y a des effets d'auto-irradiation alpha qu'il faut prendre en compte. Voilà, on peut directement remonter à partir de la position de cette bande à la teneur en plutonium. Donc, ce qui est très pratique parce qu'il nous permet par exemple d'imager directement la microstructure du combustible que la microsonde. Là, je vous avez parlé des réacteurs, des combustibles pour des réacteurs en neutrons rapides. Là, dans le cas d'un REP, donc les combustibles MOX irradiés tous les jours en France, la microstructure est complètement différente, avec quelque chose de beaucoup plus hétérogène. C'est lié au procédé de fabrication qui inclut une phase de dilution du O2, du mélange mère. Et donc, on a 3 pseudophases, des amas riches en plutonium, des amas quasiment UO2, donc qui sont en noir, et des zones bleues ici, qui correspondent à une zone matrice UPUO2 avec une teneur de l'ordre de 11%, qui est la teneur moyenne de l'échantillon. Et lorsqu'on image, qu'on fait les spectraments sur ces différentes zones, on obtient ce type de spectre. Voilà. Et lorsqu'on fait des cartographies à l'échelle du micron, parce que c'est un microscope, le spectromètrement est directement relié à un microscope, on fait des cartographies à l'échelle du micron, on obtient ce type d'image, ça c'est l'image de la position de la fréquence, directement la teneur en plutonium. Voilà, l'intensité de la bande très résonante pour l'UO2, donc la duello, qui est ici, qui disparaît complètement, qui n'est plus du tout résonante du moment qu'on augmente, qu'on a plus de 20% de plutonium. Et donc, on voit très bien la présence des amas UO2, la présence des amas plutonifères. Et en utilisant la bande de défaut, on arrive aussi à imager la partie matrice, la troisième pseudophase. Voilà. Et pour vous montrer, et là, lorsqu'on trace la distribution en plutonium obtenue par microsonde en Raman, et on obtient quasiment la même chose. Évidemment, on n'a fait que 70 par 70 microns carrés dans ce cas-là, mais on est quand même très proche de celle de la microsonde, avec les 3 phases. Dans le cas de la microsonde, là, c'est une image qui fait 1 mm sur 1 mm. Vous allez me dire, et au fait, le O sur M, parce que c'est quand même aussi le but du jeu pour ce type de combustible. Alors, on a pu démontrer qu'on pouvait directement l'obtenir à partir du Raman aussi, parce que la position de la bande T2G est aussi impactée par la variation de la stoichiométrie d'oxygène. Mais du coup, cette bande varie en fonction du O sur M et la teneur en plutonium. Donc, l'idée qu'on a développée, c'est qu'on fait une cartographie EPMA qui permet d'avoir directement la teneur en plutonium, une cartographie Raman exactement au même point avec le même pas. On obtient la position de la T2G. Et dans le cadre de lois qu'on a développées et qui sont publiées dans cet article, on obtient directement une cartographie du rapport O sur M de cette zone. Vous voyez, avec ce qui est rassurant, c'est que tout est vert, donc c'était le O sur M du matériau initial. Et donc voilà, plus en détail, donc on a pu mettre en évidence que les zones riches en PU sont légèrement réduites et que les zones en plutonium sont très légèrement oxydées. Mais néanmoins, si on fait le lien avec l'exemple précédent, ces surstoichiométries ou sous-stoichiométries locales n'expliquent pas du tout, ne sont pas suffisamment importantes pour expliquer ces rapports, ces phénomènes de compensation de charge que je vous ai montrés précédemment. Et pourquoi on fait ça? Ce qui est très important, c'est que c'est lié directement à la sûreté, parce qu'évidemment, les propriétés thermiques de cycle de combustible, dont le point de fusion, sont directement reliées à la valeur du O sur M et du rapport UP, et du rapport d'attenant en plutonium. Pardon. Voilà, sinon, donc, comme vous l'a dit Jean, le combustible irradié, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, contient beaucoup d'éléments. Et une des grosses difficultés, c'est que pour obtenir du combustible irradié, il faut l'irradier en réacteur. Donc, ce qui peut, entre la fabrication, la conception de l'irradiation, le passage en réacteur, il se passe au minimum le refroidissement et ensuite on l'amène au LECA. Il se passe au minimum 3 ans, 5 ans, voire 10 ans dans le cas des irradiations les plus longues. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des résultats rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'approche de simuler un combustible irradié en dopant le produit au départ avec des produits de fission. Donc, des produits de fission solubles, c'est ceux-là, ceux qui ne sont pas encadrés. Des produits de fission formant des précipités métalliques et d'autres qui forment des précipités oxydés. Alors là, je vous ai mis la micrographie d'un combustible irradié RNR. Donc, on retrouve le trou central. Voilà. Et quand on fait des zooms dessus, on voit 2 types de phases secondaires. Ces petites boulettes que vous voyez ici, ils sont des précipités métalliques, donc composés avec cette composition.
et des précipités oxydes qui contiennent pas mal de barium et ces éléments. Ça, c'est tiré d'examens post-irradiatoires sur des vrais combustibles irradiés. Et ensuite, voilà la micrographie de Synfuel qui a été développée dans le cadre de la thèse de Raphaël Caprani, qui a soutenu il y a 6 mois, et on est assez proche. On est assez proche. On retrouve bien, on a bien pu reformer tous ces petites boulettes métalliques avec des compositions. Donc, on avait imposé la composition qui était correspondant à un burn-up de 13%, et aussi les précipités oxydes. Et donc, en couplant toutes les techniques que je vous ai présentées précédemment, toutes les techniques au laboratoire et en synchrotron, on a pu avoir une description complète de la matrice, définir qu'est-ce que c'était le rapport O sur M, parce que dans ce cas, M, c'est la somme de tous ces cations, et identifier et caractériser les précipités. Alors, juste une illustration. Donc là aussi, on s'est servi du rayonnement synchrotron. Donc là, on a fait le seuil, là, c'est le seuil L3 du barium. Donc, expérimenté sur l'échantillon, et si on compare les simulations et les composés de référence, on se rapproche d'un spectre qui correspond à une structure perovskite BaZ03. On a amené le même échantillon sur la ligne Mars-Soleil, voilà, avec l'échantillon et à 4 confinements autour de lui, parce qu'on a quand même pas mal de plutonium dedans, c'est de la matière radioactive, il ne faut pas la disséminer. On a pu faire donc de la diffraction synchrotron. Et là, ça a changé notre vie parce qu'en laboratoire, on n'observe que la matrice, aucun pic supplémentaire en diffraction. Et là, en synchrotron, on se retrouve avec une quantité de diffraction phénoménale grâce au gain en rapport signal sur bruit. Et notamment, on voit cet épaulement ici. Il y a d'autres pics, mais je vous présente que cette zone-là, qui correspondrait à une structure cubique, donc compatible avec la BaZ03. Et ensuite, on avait fait préalablement le raman sur le même échantillon. On avait pu montrer que dans cette précipité, on avait bien ces structures BaZ03, cette structure perovskite, pas équivalente à BaZ03 parce qu'elle est dopée par tous ces éléments, donc qui impliquent des distorsions et une stoichiométrie qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Là, c'est ce couplage de toutes les techniques qui a permis de mettre en évidence ça. Et tous les autres pics de diffraction que je vous montre correspondent aux précipités métalliques. Voilà, avec différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir qu'on avait des répartitions entre tous ces métaux, ces métalloïdes, donc platinoïdes, pardon, molybdène, ruthénium, palladium et rhodium, qui sont différents et qui conduisent à la formation on a pu identifier 4 phases différentes. Donc, c'était cohérent avec le diagramme de phase ternaire ici. Voilà, donc on a pu reproduire. On commence à bien reproduire une microstructure de combustible irradié. On continue à travailler dessus, notamment on est en train de travailler pour l'ajout d'éléments volatiles par les techniques de dopage. Voilà. On continue à développer des outils expérimentaux, par exemple le développement d'un four Raman en boîte à gants à atmosphère contrôlée, ce qui permet donc de suivre in situ, par exemple, la réduction. Voilà une manip récente, on a pu suivre in situ la réduction du PiO2 en PiO2-. Vous avez, en fonction de la température, l'évolution la montée de G, voilà, qui est à peu près linéaire. Ensuite, on a fait un plateau. On a attendu 3 heures à cette température et voilà le spectre après 3 heures qui ont décalé de quasiment 2 cm/1 par rapport au spectre collecté au même endroit 3 heures avant. Donc, ce qui est cohérent avec la réduction du PiO2, ce qui était logique, parce qu'on se balade dans ce domaine. Donc, évidemment, depuis, on étudie des MOX pour essayer de comprendre ce qui se passe à haute température avec les équilibres des différentes phases. Et donc, je n'ai pas du synchrotron, mais on travaille aussi sur, pas pour le remplacer, pour être complémentaire à l'installation d'un XAS de labo directement à Talente, parce qu'une de grosses difficultés, quand même, dans des échantillons radioactifs, il faut les préparer pour les synchrotrons, parce que les limites d'activité sur les synchrotrons et dans le laboratoire chaud sont complètement différentes. Donc là, on ne peut amener que quelques milligrammes de matière qu'il faut confiner 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois dans le cas de la diffraction. Donc, c'est très lourd, très compliqué. Et en plus, on est obligé de changer, donc on est obligé de le broyer, on est obligé de changer son atmosphère de stockage, etc. Et donc, comme je vous disais qu'on travaille sur des composés sous-stoichiométriques, il est arrivé régulièrement que le temps qu'on organise le transport, etc., ça prend plusieurs semaines, l'échantillon soit réoxydé. Donc, ce qui est un peu triste. On est un peu déçu lors de la manip. Et du coup, on travaille sur un XAS de labo. Vous voyez le schéma, ce principe ici, c'est une collaboration avec l'Université d'Helsinki, qui est pionnière dans le domaine. Voilà, et voilà le dispositif qui est en cours actuellement, dans le cadre d'une thèse entre les deux instituts.
Voilà, qui va être qui est en cours de nucléarisation, donc conception d'un bâti qui sera installé dans le labo chaud, ici à cet endroit. Évidemment, la table et les 2 tables seront enlevées, évidemment. Et d'un point de vue performance, on a donc le dispositif est déjà opérationnel en Finlande. Et vous voyez, en petit, là, c'est les points gris par rapport aux traits rouges. Traits rouges sont les spectres collectés sur les mêmes échantillons à l'ESRF, donc sur la ligne Hubble. Et voilà, en grisé, on a pu obtenir exactement la même résolution. Évidemment, si un surbruit n'est pas encore optimal, parce qu'on est encore en train d'optimiser tout ce qui est détection, géométrie de détection, voilà, des collimateurs, etc. Mais on est proche d'obtenir le même spectre, le même rapport signal-sur-bruit. Évidemment, ça prend plus de temps, mais vu qu'on est à la maison, pas besoin de demande de faisceau, ça peut marcher le week-end, la nuit, toute l'année. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Je vais juste lister tous les co-auteurs de cette présentation qui sont listés ici. Merci Philippe. Bon, je vois pas qu'il n'y a pas de questions dans le chat. S'il y a quelqu'un qui a quand même une question, qu'il lève la main et qui prenne la parole. Bon, moi, je vais profiter pour poser une question à la fois à Philippe et à Jean. On sait tous qu'il va y avoir qu'il y a un nouveau programme nucléaire qui est en cours, avec la construction, dans je ne sais pas combien d'années, mais un certain nombre de nouvelles centrales. Est-ce que ces nouvelles centrales, dans leur fonctionnement, vont requérir des nouvelles recherches spécifiques sur le combustible nucléaire? Alors, c'est une vaste question. Si on parle des EPR, donc c'est quasiment un REP, mais avec de sécurité augmentée, mais qui, par de conception, peut accueillir beaucoup plus de MOX dans son cœur. Et ensuite, en parallèle, c'est un programme qui commence à pas mal nous occuper. On est en train d'étudier la possibilité de recycler les MOX. Je vous ai dit que c'était juste stocké pour l'instant, mais donc on travaille beaucoup, donc moi notamment, sur la dissolution de ces MOX et refabriquer du nouveau MOX à partir de ce MOX du plutonium qui a déjà été irradié. Voilà, ça, il y a pas mal d'études et c'est en lien avec l'utilisation de plus de MOX dans les nouveaux réacteurs EPR, pardon. Et après, dans le futur, évidemment, il y a toujours l'idée de construire des réacteurs à neutrons rapides. D'accord. Et c'est pas tout à fait la même échéance. Malheureusement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue ce webinaire? Bon, apparemment non. Donc je remercie les deux orateurs. C'était bien complet et bien passionnant.